à la ZAC dans le 13e. Ils sont en train de spéculer sur l'Hôtel Dieu, qui est en plein cœur de Paris. Ils ont vendu l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul pour la moitié de son coût. Et c'est la mairie d'Hidalgo qui l'a acheté. Ils ont vendu Cyprion, ils ont vendu Miramion. Ils sont en train de vouloir vendre toute la PHP. Et vous avez là ici ce foncier, ce Paton Victoria et Saint-Martin qui vont vendre et spéculer dessus. Et à ce moment-là, nous tenons à dénoncer la complicité de Anne Hidalgo, maire de Paris, président du Conseil de qui a validé toute cette décision. On pourrait même dire qu'il y a du délit d'initié là-dedans, puisqu'elle a récupéré les terrains dans le cadre du foncier et la vente du censure. On pourrait dire qu'il y a du délit d'initié, puisque pour les crèches internes à Paris, elle a récupéré 30% des places pour son personnel de la ville de Paris, pour faire sa politique sociale, pendant que nous on refusait à des hospitaliers qui venaient à 1 heure de Paris pour mettre leurs enfants, on leur refusait une place, plus de la casse de la PHP et de ce qui en moins. Il veut finir Hôtel Dieu qui est là. Il a fermé scandaleusement l'établissement de la collégiale près de Broca, sous prétexte qu'il n'y avait pas assez de personnel. C'est pratiquement une centaine de places de long séjour qui disparaissent dans le paysage. Il a fermé un scandale, Raymond Poincaré, un établissement du handicap à Garches d'exception. Il vient de fermer tout simplement et on ne sait même pas ce qu'il restera réellement de cette œuvre de soins. Ils ont tenté de fermer l'hôpital La Roche-Guyon dans le Vaudoise qui appartient à la PHP, du polyhandicap, des enfants polyhandicapés. En France, on n'a pas suffisamment de place. Ils ont fermé et dénaturé et destructuré dans les Hauts-de-Seine. Donc, ça ne s'amuse, excusez-moi. Donc, il faut ensemble qu'on défende la paix. C'est même qui défend pas l'hôpital de la PHP. C'est pour ça que le syndicat a décidé de lancer, et vous avez le standard, puisque c'est un frein à l'intervenant historique. C'était nos 12 permanents historiques issus de la résistance qui était reconnu, et donc le directeur général s'assoit sur cette histoire, et lors de la commémoration 25 août, il a osé valider cette disparition. Les hospitaliers seuls qui défendront le public public. L'hôpital public, c'est le bien des assurés sociaux, c'est un bien commun, on cotise tous pour, on doit tous se défendre. Donc évidemment, il faut que IVG, personnel, élus, militants syndicaux, associations, on se mette tous sur le pont pour continuer à défendre cet hôpital, site public et le CE. Voilà, je pense que j'ai pas lu mon discours, j'ai certainement oublié des choses, je vais pas taper. Donc, signer la pétition par rapport au comité de défense de la PHP, et tous ensemble on se retrouve au 6-29, parce que se battre pour des bons salaires, c'est se battre pour les cotisations sociales, c'est se battre pour plus d'argent dans les caisses de sécurité sociale. Et on dit aussi, et on l'a dit à Revel, qui va bien actuellement du gouvernement, arrêtez de nous parler du financement de la sécurité sociale, puisqu'il était aussi président de la CNAM. On lui dit, arrêtez cette histoire, récupérez tous les milliards donnés en allègement de charges sociales, et puis l'hôpital public, il n'y aura plus de trous pour la sécu, et il y aura du financement pour l'hôpital public. Merci pour les satellites qui préparent 2 gravures, s'il vous plaît. Je voulais vous dire aussi que nous avons notre secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, ici présent. Merci mon camarade. Nathalie. Et ce petit mot en tant que secrétaire général de la Fédération Société du Spectacle pour dire tout le soutien au personnel de santé. On en discutait avec Mireille Stigala, il y a besoin de justement se battre pour défendre non seulement le système de santé, mais y compris le système de sécurité sociale. Un musicien est décédé au mois d'août d'une part parce qu'il avait un cancer et d'autre part il n'avait plus le droit à la sécurité sociale. Les périodes qui s'est passées, c'est qu'on est arrivé à une période où des travailleurs précaires ne peuvent pas être indemnisés par la sécurité sociale parce que les seuils n'ont pas été adaptés à la période de Covid. Il n'est pas normal que la sécurité sociale du 21e siècle ne permette pas à des travailleurs précaires d'être indemnisés quand ils sont soignés pour un cancer, comme c'est le cas pour lui.
Il n'est pas plus normal que des camarades, j'ai un dossier que j'ai eu hier, et mis 8 mois après la naissance de leur enfant pour avoir droit à une indemnisation au congé de maternité. C'est encore un dossier. La CGT a écrit au directeur Thomas Fantôme, puisqu'il a mis des mois à nous répondre, pour un rendez-vous seulement mi-novembre pour traiter des dossiers qui sont parfois urgents. Il aura fallu attendre la mort d'une personne pour qu'on arrive à avoir un rendez-vous. Et ça, c'est absolument scandaleux. Des questions ont été posées à l'Assemblée et au Sénat. On va continuer à le poser. Il faut que tout le monde y soit. Et je me permets de passer sur un autre sujet. Je suis par ailleurs en charge de l'assurance chômage de la Confédération. Vous avez peut-être vu qu'il y a, en plus de la réforme des retraites, une réforme de l'assurance chômage. Vous avez peut-être vu un article de Mediapart sur le vivier des demandeurs d'emploi qu'il faut presser de mettre au travail. Et vous avez peut-être vu que parmi les 23 professions qui sont concernées, il y en a beaucoup qui sont dans la santé. Les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, destinés à travailler dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Et ces personnes-là, elles vont être ciblées, si elles sont au chômage depuis peu, pour accepter les offres d'emploi dégradées. Le gouvernement est en train de filer un coup de main au patronat, et le patronat c'est parfois lui quand on parle des hôpitaux publics, pour les obliger à accepter les conditions de travail, de salaire dégradées que vous connaissez par cœur et que vous dénoncez avec force, notamment pendant la période du Covid. Et là, c'est un scandale parce que c'est vraiment l'utilisation au chômage qui doit être un droit à la protection quand on est privé du droit au travail, un moyen de pression sur les salariés au profit du patronat. Donc battons-nous tous ensemble pour la Sécu, pour les services publics, dans l'université publique, dans l'hôpital public c'est pareil, et battons-nous pour des droits sociaux pour toutes et tous, et faisons en sorte que la réforme d'assurance chômage ne passe pas, qu'on puisse l'empêcher comme on empêchera celle des retraites. Bravo à toutes et tous. Nous allons accueillir Christophe Prudhomme, un urgentiste qui se bat pour l'assistance publique, pour la santé et l'action sociale. Bonjour, merci à tous. Alors, vous voyez là, j'ai mon badge CGT, je suis à la CGT, mais je suis aussi élu conseiller régional de France. Il ne faut pas séparer les deux, c'est important. Si on veut créer le rapport de force, c'est pas que le bulletin de vote, c'est aussi dans la rue, je pense, si on veut arracher des victoires et avoir un vrai système de santé public financé intégralement par la sécurité sociale. Alors, il y a les urgences aujourd'hui. L'urgence, c'est le manque de personnel. Dans mon hôpital à Avicenne, la semaine dernière, un patient qui est arrivé le dimanche avec une fracture complexe du coude de 35 ans, le mercredi n'était toujours pas opéré parce que 50% des blocs opératoires sont fermés par manque de personnel. Et le gouvernement surfe sur ce manque de personnel pour fermer des lits et pour les fermer définitivement et pour réduire la voilure dans l'hôpital public. Et il a créé cette situation de déficit de personnel. Et ce qu'on demande aujourd'hui, c'est deux mesures immédiates. Un, la fin de Parcoursup pour les jeunes, parce que c'est une catastrophe, Parcoursup pour les écoles professionnelles. Les chiffres en Île-de-France sont catastrophiques. La promotion dans les IFSI d'Île-de-France 2019-2020, et ensuite pour pouvoir faire ses études dans de bonnes conditions. La deuxième mesure qu'on demande immédiatement, c'est la généralisation nationale de ce qu'on appelle les contrats d'études. Vous savez, quand j'étais jeune externe à l'ANEC, un hôpital qui a fermé, eh bien, il y avait des jeunes qui avaient ces contrats d'études. C'est quoi un contrat d'études? C'est dès qu'on rentre à l'école, on est payé. C'est pas une bourse, on est payé. On est payé au minimum au SMIC. Et on paye des cotisations sociales, en particulier des cotisations retraite. Pour un jeune aujourd'hui commencer à cotiser à la retraite à 18 ans, eh bien effectivement, ça rend les métiers attractifs. Et donc, payer, il y a une contrepartie, c'est être déjà préaffecté sur un poste. Mais ça permet aux jeunes de se projeter dans l'avenir, ils savent où ils vont aller travailler, et ça permet aux gens en poste d'avoir l'espoir d'avoir des collègues pour les seconder dans un délai raisonnable. Parce que je voudrais rappeler au gouvernement, à ces Ponce Pilate qui nous mentent en permanence et qui sont responsables de cette situation aujourd'hui. Responsables de quoi? Des gens qui meurent sur les brancards. Monsieur Braun, Monsieur Macron, vous êtes responsable de la mort de à Strasbourg sur un brancard à la fin. Eh bien on demande à ce que les familles portent plainte, ça nous aidera. Et d'ailleurs nos syndicats aujourd'hui font des alertes aux procureurs de la République, des signalements aux procureurs de la République pour qu'il y ait des enquêtes, sur le fait qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle publiquement en termes juridiques une perte de chance pour les patients, une perte de chance par défaut de moyens. Une perte de chance par défaut de moyens, je peux vous dire ce que ça signifie. Ça signifie des morts évitables. Voilà, comme ce monsieur à Strasbourg.
Donc on a besoin de ces recrutements. Et donc, on répète ça depuis 2019, on était tous ensemble, déjà dans la rue en 2019. Et qu'est-ce qu'on réclamait? Ce plan de formation et d'embauche. Je voudrais rappeler au ministre de la Santé successif et à M. Macron que pour former une aide-soignante, il faut 1 an. Pour former une infirmière, il faut 3 ans. 2019-2022, si on avait appliqué le plan en 2019, aujourd'hui on aurait le personnel, on ne formerait pas de ligne. Voilà. Donc ça, effectivement, il faut le dire clairement. Et puis après, il y a aussi le fait qu'on travaille pour le service public de la santé. Eh bien, ce qu'on réclame aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est pas non plus un doux rêve d'extrémistes gauchistes. On demande à ce que tous les médecins qui travaillent en ville, en clinique, à l'hôpital, qu'ils soient généralistes, qu'ils soient spécialistes, participent à ce qu'on appelle la permanence des soins. C'est-à-dire qu'ils fassent des gardes. Ça existe en Allemagne et en Autriche. Donc on ne devrait pas le faire en France. Et puis alors mes chers collègues qui me disent « Ah moi les urgences je ne sais pas faire ». Alors je dis « Mon con, tu nous expliques que 80% des gens qui viennent aux urgences c'est de la bobologie. Si tu ne sais pas traiter de la bobologie, on te renvoie en formation professionnelle. Et en attendant, tu as une suspension de ton droit d'exercice. Eh oui, voilà, pour être clair. Et l'autre chose, c'est qu'il faut effectivement rétablir une priorité à la visite à domicile. On ne peut pas nous expliquer qu'il faut que les gens restent à domicile le plus longtemps possible. L'ambulatoire, s'il n'y a plus de visite à domicile, il n'y a quasiment plus de visite à domicile aujourd'hui, que ce soit le domicile propre des patients ou les EHPAD. Et les gens viennent aux urgences parce que ça fait 1 semaine, 15 jours qu'ils n'ont pas vu le médecin. Parce qu'il ne suffit pas d'ouvrir cette médecine ubérisée qui s'appelle les maisons de soins non programmés pour pouvoir s'y déplacer dans ces maisons de soins non programmés. Quand on a 75, 80 ans, qu'on n'a pas de voiture et des difficultés pour se déplacer, on ne va pas aller se déplacer dans la maison de soins non programmée, on va faire une visite à domicile. Et alors, ce qu'il faut dire aussi, et je termine là-dessus parce qu'il y a des camarades de la santé privée qui sont là. Alors vous savez, la santé privée, on souhaite qu'à terme, il n'y ait qu'un système de santé publique. Mais aujourd'hui, ils travaillent dans ces cliniques et ils répondent à des besoins. Eh bien, y compris ce secteur privé, imaginez que le gouvernement vient de supprimer le financement de la formation professionnelle pour 673 personnes qui sont en poste et qui devaient, des aides-soignantes, qui devaient aller dans des écoles d'infirmières ou des écoles d'IBOL. Là, le gouvernement vient de supprimer le financement. Donc ces 673 collègues ne pourront pas aller en formation professionnelle. Voilà. Donc il y a des responsables, ils sont identifiés. Aujourd'hui, nous sommes nombreux, ici, en province, un peu partout. Ce qui compte, vous savez, dans la santé, c'est de gagner sur les idées. C'est de gagner sur les idées parce qu'on n'arrête pas la production, nous. Quand on fait grève, on met un badge. Là, on n'arrête pas les trains, on ne coupe pas l'électricité. Donc c'est de gagner sur les idées pour qu'on arrête la casse du service public et qu'on nous mène vers un système à l'américaine qui est le modèle de M. Macron. Sauf que M. Macron, le modèle à l'américaine, c'est un article dans les Échos la semaine dernière, eh bien ça provoque une catastrophe sanitaire pour la population, puisqu'on vient d'apprendre que l'espérance de vie aux États-Unis, aujourd'hui, est inférieure à l'espérance de vie en Chine. Voilà le résultat des politiques libérales. Et ce n'est pas une question de niveau de dépenses, puisque les Américains dépensent pour la santé 50% de plus que nous. La question pour M. Macron, c'est pour la santé et pour l'éducation, c'est de réduire le service public à sa plus simple expression et basculer tout ce qu'on peut vers le secteur marchand. Et donc, ceux qui pourront se soigner, c'est ceux qui auront la carte vitale et la carte bleue. Et plutôt que la carte bleue, ils n'ont même plus besoin de la carte vitale. Donc nous, ce qu'on demande, c'est un secteur de santé public intégral, plus de secteur marchand dans la santé et dans le médico-social, plus d'agrément sécurité sociale pour les gens dont l'objectif est de verser les meilleurs dividendes aux actionnaires et un financement à 100% par la sécurité sociale. On n'a plus besoin des assurances maladie complémentaires. Voilà ce vers quoi on veut aller. Aujourd'hui, il y a les revendications immédiates. Il faut savoir quels sont nos objectifs si on veut mobiliser et gagner tous ensemble. Merci. On remercie pour le témoignage. Si vous voulez bien, il faut aussi qu'on parle de l'action sociale. Et pas que de ça. Celle du 91, celle du 92, celle du 77, celle du social, CGT, Christina. Puis se prépare
secrétaire général de l'Action sociale de Paris. Bonjour à toutes et à tous. Pendant la crise, les salariés de notre secteur, du social et du médico-social, ont été sur le pont pour continuer à prendre en charge et s'occuper de plus fragiles. Pourtant, nous avons été exclus de la revalorisation du Ségur. Depuis, le tir a été rectifié par le gouvernement, mais partiellement, et cela ne suffit pas. Ne continuez pas. Encore trop de nos collègues ont été exclus. Le personnel technique, administratif, le personnel éducatif, des dispositifs comme les masques ou les lieux de vie, les agents des conseils départementaux sont toujours exclus. Les annonces de Jean-Christophe Combe, le ministre de Solidarité, de l'Autonomie et des personnes handicapées, d'augmenter notre valeur du point d'indice de 3,5%, soit 13 centimes. On le remercie parce que franchement, 13 centimes va faire beaucoup de choses. Est un très léger signe d'une prise en compte de nos problématiques de salaire et d'attractivité. Si ces annonces se confirment, c'est une avancée nettement en deçà des réels besoins. Et le compte n'y est pas, toujours pas. Nos conditions de travail se dégradent de plus en plus. Les fuites de personnel, difficultés d'embauche, la perte de sens et clients, et ça suffit. Nous exigeons des vraies réponses du gouvernement, une vraie revalorisation salariale, des vrais moyens pour accompagner dans la dignité les personnes fragiles qui font partie de notre quotidien. Tant que nos revendications ne seront pas satisfaites, renforçons le rapport de force. Et je vous donne rendez-vous pour le 29 septembre. Merci. Simon, secrétaire général de l'Action sociale de Paris. Bonjour à toutes et tous. Avant de démarrer, je vais préparer un petit discours parce que je n'ai pas l'habitude, mais je voulais dire quand même un mot sur les conditions qui sont faites une nouvelle fois à ce rassemblement. Normalement, c'était sur le parvis de l'hôtel de ville, et puis au dernier moment, la presse, elle nous décale ici. Et c'est pas la première fois que ça arrive, surtout quand on s'adresse à la mairie de Paris. Alors moi, j'ai une hypothèse, c'est peut-être à cause de nous, peut-être à cause de nos collègues qui sont en grève aujourd'hui, et je pense notamment aux cuistots qui sont en grève massivement. Peut-être ils ont trop regardé la télé, peut-être ils ont trop regardé Cauchemar en cuisine, bref, je sais pas. Bon, je suis Simon Leclerc, je suis secrétaire général de mon syndicat à la CGT du Centre d'Action Sociale Ville de Paris. Et je suis assistant social. Donc si tout va bien, sur la paie du mois d'octobre, moi je vais toucher la prime Ségur de 189 € par mois avec un rappel depuis avril. Ça fait une belle somme. C'est le Ségur 3, c'est le Ségur du social. Avec les camarades et les collègues du social, on est allé le chercher ce Ségur 3. On a bagarré pour ça depuis fin 2020. Donc je ne suis pas le plus à plaindre. En plus, je suis en catégorie A, pas catégorie A-Tune. Et ça va faire du bien. On va peut-être pouvoir encaisser un peu, en tout cas un peu mieux que les autres. Enfin, en tout cas, j'espère. Et je pourrais juste être content et juste fermer ma gueule, mais je peux pas. Je peux pas parce que je suis à la CGT, je peux pas parce que je suis assistant social, et qu'il y a 3/4 de mes collègues ici, ils n'auront pas cette prime. Un quart seulement des collègues qui n'auront pas cette prime, c'est les exclus du Ségur, c'est eux. Et la plupart, eux, ils ne sont pas en catégorie A, ils sont en catégorie C. C'est déjà les plus mal payés, c'est le prolétariat de la fonction publique. Et les exclus du Ségur, en tout cas, c'est ceux qui cassent les pieds, ils sont éliminés, ils sont en grève. Et ils relèvent la tête. Et là, on les voit. Là, enfin, ils existent. Et c'est pareil. On ne va pas s'excuser. Là, à la CGT, on ne va pas s'excuser d'encourager les agents à se battre pour au moins essayer de conserver un niveau de vie acceptable. Parce qu'on dit souvent, tout augmente sauf les salaires. Bon, soyons précis.
tous les prix augmentent beaucoup plus vite que nos salaires. Et ça, c'est valable pour les salariés du public comme du privé. Mais vous pouvez compter sur la CGT pour appeler tous les salariés à se battre ensemble la semaine prochaine et dans les semaines à venir. Nous augmente de 3,5% les fonctionnaires après des années interminables de blocage. Ça veut dire, je te dois 20 balles, mais je te donne 3,50. Le compte, il n'y est pas. Donc ça va barder. Ça va barder au casse-bébé. D'adversaires comme commence à parler. On le sait que le gouvernement il est pendre avec les fonctionnaires, comme il est pendre avec les collectivités. On sait que ce n'est pas des années fastueuses pour les villes, les départements, les régions. Avec ce gouvernement, il n'y a pas de dialogue, c'est l'affrontement. On ne lui parle même plus. Mais avec notre employeur, la ville, on pouvait penser qu'on pouvait dialoguer. Parce que quand même, on est des agents de la collectivité la plus riche, d'un des pays les plus riches du monde. La ville de Paris, c'est pas seulement un bilan comptable. C'est une histoire, c'est un patrimoine, c'est un territoire. C'est une population de plus de 2 millions d'habitants. Et parmi ces 2 millions, il y en a qui vivotent. Oui, il y en a qui vivotent et ça, c'est notre public à nous, agents du casse-bébé. La ville de Paris, c'est le cœur sur la main. Il faut économiser 250 millions d'euros parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui approchent. Mais c'est promis, on ne va pas toucher à l'action sociale. On ne va pas laisser tomber les précaires. On ne va pas laisser tomber les personnes âgées. On lutte contre l'exclusion. Et l'action sociale à Paris, c'est nous. C'est une direction, la direction des solidarités, et c'est le centre d'action sociale de Paris. C'est tous les agences du centre d'action sociale de Paris. Alors au moment où l'extension du Ségur arrive péniblement dans la filière sociale, on ne doit pas laisser tomber les collègues qui ne sont pas payés. On ne doit pas créer des exclus parmi nous-mêmes. Dans cette rentrée qui est catastrophique pour tous les services publics, y compris les nôtres, la CGT soutient que oui, pour des services publics qui tiennent la route, il faut que les agents puissent tenir leur budget. Et qu'on ne peut pas résoudre les problèmes d'attractivité, soi-disant, avec des annonces, même qui sont bien achalandées. Pour résoudre les problèmes d'attractivité, il faut des fiches de paie qui donnent un tout petit peu envie de venir ou de rester. 189 € par mois pour toutes et tous. C'est ça qu'ils exigent les grévistes. Et dans l'urgence, et tout de suite. Et la CGT soutient cette revendication depuis décembre 2020, d'où la montée en puissance des mobilisations et surtout depuis l'accélération en 2022 au casse-bébé depuis le mois de mai. Et d'où le résultat, parce qu'on a déjà commencé à obtenir des résultats. Avec l'élargissement de cette prime du Ségur à des gens qui ne sont pas dans le décret. Et tant mieux, et on est fiers de ça. C'est les secrétaires médico-sociaux et c'est tous nos collègues qui sont dans les CHRS et qui ne sont pas dans le décret. La ville nous a dit, oui, on a souhaité appliquer un effet maison dans les CHRS. Non, c'est pas ça. On est allé l'arracher ce truc-là. On a eu beaucoup de pression. Donc on est fiers de ça à la CGT. On est fiers de ça à la CGT casse-bébé, de cet élargissement, mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas s'en satisfaire. Il y a encore un quart des collègues qui n'ont pas. Ça fait 1500 agents. On est 6000 au casse-bébé. Il y a ceux qui ont eu le Ségur 1, il y a ceux qui ont le Ségur 2, le Ségur 3. Il y en a un quart qui n'ont toujours pas le Ségur. Donc la CGT, on sait ce qu'on a à faire et on sait ce qu'on sait faire. C'est qu'on a posé un préavis de grève de 48 heures pour aujourd'hui. Et je tiens à dire pour la plupart de ces collègues, pour la majorité d'entre eux, c'est leur première grève. Et ils nous ont demandé de faire grève directe 48 heures. Alors je leur dis bravo de relever la tête. Et merci. Alors on ne va pas s'excuser. Non, on ne va pas s'excuser. On va encore moins s'excuser. Parce qu'en plein mois d'août, les forces politiques qui composent la majorité municipale parisienne, elles ont signé avec la CGT, avec la FSU, avec Sud Solidaire et avec d'autres forces politiques et associatives, un traité qui s'intitule Force logique, construire une large convergence. On est chaud, nous. Il n'y a pas de souci, on est chaud pour ça.
Et en conclusion de ce texte, ces organisations sédentaires, donc il y a le Parti Socialiste, Génération, Europe Écologie Les Verts, le PCF, bref, toutes ces organisations qui structurent la majorité municipale parisienne, qui siègent là, elles appellent en premier lieu, elles appelaient, en temps au mois d'août, à soutenir les mobilisations syndicales du 22 et du 29 septembre. Et on allait voir ce qu'on allait voir. Et c'est toujours intéressant de relever les contradictions entre l'affichage politique et la réalité concrète. Parce que lundi dernier, avec la CGT, avec une très forte délégation d'agents, on a été reçus par notre direction générale dans le cadre de ce préavis de grève. Et la délégation elle était composée d'agents exclus du Ségur, des adjoints administratifs qui servent les gens dans les cases VP d'arrondissement, des adjoints techniques, des agents sociaux, dans les clubs, dans les restaurants, dans les cuisines, avec une seule revendication, 189 balles pour toutes et tous. La CGT elle avait demandé la présence d'un élu, mais il n'en avait pas. Et c'est bien dommage, parce que l'élu il aurait pu entendre les agents qui disaient à quel point ils sont à la gorge financièrement, à quel point ils savent que l'hiver ça va être compliqué, à quel point c'est violent de délivrer des prestations pour payer des factures d'énergie quand toi-même tu n'arrives pas à payer les tiennes, à quel point c'est violent de servir de la nourriture à ceux qui ont faim quand toi-même tu n'arrives pas à remplir ton caddie. Et à quel point c'est pas facile la décision de la grève quand tu es dans l'action sociale, parce que oui, il y a les usagers, on est avec eux tous les jours, c'est difficile. Et la direction générale, elle nous a dit, encore une fois, merci les agents. On sait que vous avez tout donné, mais non, désolé, la ville, elle ne veut pas payer les 6,5 millions d'euros par an pour couvrir l'ensemble des agents du CASVP avec une prime mensuelle de 189 euros. Et la direction générale, elle s'est débattue pour nous expliquer que la ville, elle avait déjà consenti à des efforts supplémentaires pour des gens qui ne sont pas dans le décret. Mais ça leur fait une belle jambe à ces collègues-là. Ça ne va pas les consoler de savoir qu'on a raqué pour les autres et pas pour eux. Le lendemain, en comité technique, l'élu nous a dit la même chose. Et hier, l'adjoint au maire qui m'a téléphoné, il m'a répété encore la même chose. Et pour me dire, non, ce ne sera pas possible. Eh bien, on va voir ce qu'on va voir si ce n'est pas possible. Municipale parisienne, vous êtes tous dans la NUPES maintenant. Alors vous allez tout miser sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Et soyez audacieux, soyez audacieux, entrez en dissidence, allez, faites-le. Et nous, on va tout miser sur le rapport de force sociale. Et tout le monde travaille déjà en mode dégradé. Mais qui a envie de connaître le mode effondré? Nos collègues et nos camarades des hôpitaux qui sont là, ils savent ce que c'est, eux. Et nous, on ne veut pas ça pour nous. Et eux non plus, ils ne veulent pas ça pour nous. Alors on le crie à la ville, on le crie à cette majorité municipale qui se dit progressiste. Réagissez. La ville fait toujours des économies sur les postes vacants. On a entre 800 et 1000 au CASVP. La ville fait déjà des économies sur les 8 jours de congé qu'on nous a volés au 1er janvier de cette année. 6,5 millions d'euros. Et c'est pas si cher payé pour verser cette prime au quart des agents qui en sont encore exclus pour tenir l'action sociale dont on a besoin face à l'urgence sociale et écologique. On n'en a rien à foutre des Jeux Olympiques, nous. Vous parlez des vraies maisons, considérez la maison CASVP et ne laissez pas un quart des agents à la cave. Vous parlez d'efforts, ils nous ont dit on fait des efforts, on a élargi le périmètre. Et bien élargissez le périmètre jusqu'au bout. Moi d'où je viens, quand il y en a pour un, il y en a pour 4. S'il y en a eu pour 500, il y en a pour les 1500 qui restent. À l'audience, la direction générale, elle a dit merci. Et il y a une collègue, elle a dit 189 euros pour survivre. Les merci, on s'en fout, on veut les séduire, c'est tout. C'est ça qu'on dit dans les manifs. Alors on ne va pas s'excuser, on va se battre. On voudrait maintenant faire parler le secrétaire général de l'USD du 91 qui chaque jour se bat dans les EHPAD avec notre camarade 92, et qui chaque jour se bat dans les EHPAD avec Odette. Et je pense qu'Odette, certains vous la connaissez, c'est celle qui s'est battue contre Corian, qui a été traînée au tribunal et pour qui on a gagné la
une soignante qui exprime ce qui se passe sur le terrain, c'est beaucoup plus important. Oui, je suis à Orange. J'ai été traînée au tribunal, 8 fois de tribunal, parce que j'ai dénoncé nos conditions de travail. J'ai dénoncé la maltraitance institutionnelle. J'ai dénoncé la manière dont notre directeur se comporte avec nous. Parce que je suis dans le groupe coréen. Et qui dit coréen dit RPA. Donc, même combat, je ne sais pas comment je peux vous expliquer. La misère totale, la misère humaine, nous avons été réduits à rien. Nous avons souffert, nous avons travaillé comme des animaux, moins que les animaux, dans le groupe coréen. Et parce que j'ai dénoncé, ils m'ont traîné au tribunal. Bon, Dieu merci, à l'aide de mes camarades, on s'est battu 8 mois de tribunal et on s'en est sorti. Qu'est-ce qu'on veut? Coréen veut nous museler. Coréen veut nous empêcher de nous plaindre. Pas longtemps, nous avons notre collègue qui est traîné au tribunal pour la même raison, parce qu'elle a dénoncé. On ne ferait que dénoncer parce que nous n'avons pas de choix. On ne peut pas mourir avec la bouche fermée. Nous parlerons, même s'il faut refaire le reconduire au tribunal, j'irai m'expliquer parce que la France est un pays de droit. Bonjour à tous, je suis secrétaire de l'Union départementale de la santé et action sociale du 92 et je porte la santé sur un secteur énorme dans le 92 parce que nous avons beaucoup d'établissements et je voudrais m'attacher particulièrement à parler des EHPAD parce que mes collègues se sont exprimés beaucoup sur la santé et sur l'action sociale et les EHPAD aujourd'hui, oui, c'est un gros problème. Il y a une sinistralité énorme, tant dans les conditions de travail, tant dans les formations, tant dans les salaires, même si on le répète, mais le gouvernement aujourd'hui n'a pas du tout répondu aux attentes des personnels des EHPAD et je peux vous dire qu'il y a une grande sinistralité et c'est l'horreur et aujourd'hui on parle plus de salaire, on parle plus de conditions de travail mais d'une souffrance réelle de tout le personnel, de l'encadrement, des infirmières, des aides-soignants, des ASH, des aides-soignantes, infirmières et aussi des personnels techniques. J'ai voulu quand même profiter d'une occasion de faire une enquête sur mon département 92, parce qu'on est très bien doté sur les EHPAD. Nous avons 23 établissements publics, pas privés lucratifs, dont 53% de taux qui a été publié publiquement. Parce que là, vous allez vraiment avoir des chiffres réels avec un ratio soignant à 0,25. Et nous, comme une fois la CGT, nous demandons un soignant pour un résident et on est encore loin. Donc je vous demande de s'intégrer les personnels du secteur des EHPAD. Et ça, on peut aussi le regarder qui nous permettra d'apporter des revendications encore beaucoup plus importantes pour dire au gouvernement aujourd'hui que leur Ségur Santé et tout ce qu'ils ont mis en place c'est insuffisant. Voilà. Merci Malika. Juste pour témoigner, pendant qu'on se parle, il y a des camarades de Corian Champ-de-Mars. Le Corian, révélateur de la crise. Ce Corian-là, c'est entre 5 000 et 7 000 l'hébergement. Aujourd'hui, de manière manu militari, la direction générale a envoyé un courrier à tous les résidents pour leur dire demain nous allons faire un Corian luxueux, nous avons besoin de faire des travaux, que ça me tienne. Sauf qu'aux 80 résidents, ils leur demandent à eux de chercher tout seuls une prochaine place, alors que ces personnes sont vulnérables, handicapées, elles ont entre 80 et 100 ans. C'est une honte. Voilà ce que fait Corian, voilà ce que fait le lucratif. Et c'est de ça que l'on veut surtout pas. Et c'est pourquoi on se bat plus que jamais pour maintenir toutes nos missions et toutes nos places, que ce soit en EHPAD, en hôpital ou en action sociale, du public. Dans ce Corian Champ-de-Mars, 120 salariés sont concernés pour être purement et simplement licenciés. Voilà l'avenir que nous prépare M. Macron. On n'en veut pas. Le printemps de la psychiatrie avec Serge Klopp. Ouais. Donc moi je ne vais pas vous parler que de problèmes professionnels parce que le printemps de la psychiatrie ça représente à la fois des syndicats mais aussi
des associations d'usagers, des partis politiques et des citoyens. Ça fait maintenant 3 ans que tous ensemble, nous multiplions les actions unitaires pour demander les moyens nécessaires aux services publics de santé. Il faut arrêter de dire que le gouvernement fait ce qu'il peut pour combattre la crise de la santé. En fait, il organise délibérément la destruction de notre dispositif de santé publique. Cette destruction n'est pas que le résultat d'une pseudo-mauvaise gestion. C'est son objectif politique. Face à la pénurie de médecins, il a, voici déjà plusieurs années, c'est plutôt Mme Buzyn, annoncé la suppression du numerus clausus. Enfin, on va former les médecins qu'il nous faut. Eh bien non, parce qu'il n'a pas donné à l'université les moyens d'embaucher, de fournir plus de postes d'étudiants en médecine. Donc on est exactement dans la même situation qu'avant. Et donc, ça signifie que la pénurie de médecins va continuer, va s'aggraver et qu'elle est organisée par ce gouvernement et voulue. Concernant les paramédicaux, aucune mesure exceptionnelle n'est prise, comme par exemple ce qu'on avait imaginé dans les années 80, doubler les promotions des formations d'étudiants de soins infirmiers, ou la salarisation de tous les étudiants paramédicaux au premier échelon de leur futur grade, comme ce fut le cas des infirmiers de secteur psychiatrique jusqu'en 1992. Ce qui permettrait à la fois d'élargir considérablement le champ des recrutements possibles avec des salariés qui souhaitent changer de métier et qui sont intéressés par nos métiers. Dans le même sens, il faut en finir avec la loterie de Parcoursup pour les affectations en IFSI. On ne fait pas ces métiers, on ne fait pas vos métiers par défaut. Ce sont les métiers qui demandent de l'engagement. Pour la psychiatrie, il faut en revenir à une formation initiale spécifique de l'association CMA et CERFI. Faut-il encore refaire le panorama de la destruction du soin psychique, la poursuite des fermetures de lits au nom du virage ambulatoire, alors que le virage ambulatoire en psychiatrie, il a été fait en 1960. Il y a 62 ans que la psychiatrie a fait le virage ambulatoire et qu'on a décidé d'en finir avec l'hospitalocentrisme de l'asile et développer la psychiatrie dans les cités avec mais il faut toujours les APPP. Et en patient déstabilisé relève aujourd'hui, d'après la loi, du médecin généraliste. Ce qui va entraîner des ruptures de soins. Et ça, au nom du parcours de soins. Alors que le secteur, la psychiatrie de secteur, a été conçu justement comme un parcours de soins spécifique pour éviter les ruptures de soins. Parce qu'on sait qu'un patient stabilisé qui est en rupture de soins va décompenser gravement et la plupart du temps, ça se traduit par un risque suicidaire grave et parfois malheureusement par des agressions de personnes de kidnapping dans la rue. Et cette politique, le gouvernement la poursuit malgré le Covid, qui a provoqué une explosion de décompensation psychique grave dans toutes les tranches d'âge. On aurait pu croire que devant cette situation catastrophique, le gouvernement allait modifier sa politique de 40 ans de paupérisation de la psychiatrie, comme l'a reconnu le ministre Véran l'année dernière, la veille des assises de la psychiatrie organisées par le gouvernement. Il a reconnu sur France Inter. Eh bien non. Pour le gouvernement, cette explosion de décompensation grave, c'est un non-événement. Ah si, il s'est inquiété des urgences du CHU de Nantes. Il y a eu plus de 600 adolescents qui y sont passés pour tentative de suicide ou risque suicidaire grave. 600 jeunes en 2 ans, rien qu'au CHU de Nantes. Et que propose le gouvernement par rapport à cette situation? À condition que le psychologue ne fasse pas de psychothérapie, mais utilise uniquement une méthode comportementale. C'est-à-dire que convaincre le gamin que ne t'inquiète pas, tout va bien, tu es jeune, fais la vie devant toi, retourne chez toi, il n'y a rien à voir. Vis-à-vis de ces adolescents, c'est de la maltraitance. Et c'est les mettre en danger, parce qu'un certain nombre vont récidiver. Pendant tous les ans, pourtant, tous les ans, des milliers de psychologues qui sortent des facs doivent renoncer à leur métier, faute de poste en psychiatrie.
Exigeons tous ensemble l'embauche immédiate de ces psychologues. Et je signale que c'est impliqué les participants dans un temps aussi court qui vont se mobiliser fortement le 29 septembre et organisent une manifestation qui partira de Denfert-Rochereau pour rejoindre le cortège interconfédéral. Concernant les milliers d'adultes qui ont été compensés aussi gravement, mais sans présenter de délire important ni de risque suicidaire majeur. En fait, ceux-là se sont retrouvés, lorsqu'ils ont pu avoir un rendez-vous, chez le généraliste. Ce qui est le cas depuis des décennies, depuis que la psychiatrie n'a plus les moyens de remplir sa mission que de prendre en charge toutes les souffrances psychiques, les plus graves, les plus pénibles, et ils se retrouvent donc le plus souvent sous antidépresseurs. C'est une des raisons qui fait que la France est aujourd'hui le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs au monde. Or, une publication scientifique récente vient de démontrer que les antidépresseurs sont peu efficaces sur le long terme et doivent être systématiquement associés à la psychothérapie. Là encore, il s'agit d'une maltraitance de toutes ces personnes qui souffrent, qui se doublent d'une dilapidation des moyens de la sécurité sociale pharmaceutique. Face à cette destruction de la psychiatrie humaine, nous donnons les moyens de ces missions en redéfinissant ces missions qui sont d'aller de la prévention à la cure et la post-cure. Et cela, aussi vous qui n'êtes pas seul, l'usage de la psychiatrie, l'exigerez, parce que c'est une question politique qui concerne tous les membres de notre société. Je rappelle quand même qu'il y a, avant le Covid, au moins une personne sur 4 qui va faire au cours de sa vie à la psychiatrie. Avec le Covid, on se rend compte que ça est bien plus important et donc ça nous concerne tous. Notre société est aujourd'hui capable de se mobiliser pour la cause animale. Et elle a raison. Et elle ne serait pas capable de se mobiliser pour la cause humaine. Eh bien si, et ensemble, nous allons arriver et montrer au gouvernement que nous en sommes capables. Merci. Nous allons faire parler une sénatrice. Alors Laurence Cohen, que vous voyez tellement souvent dans nos manifs, tellement toujours en soutien, avec Pierre Laurent, merci d'être là et de nous soutenir. Donc bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous sommes ici pour vous soutenir et c'est tout naturellement que nous sommes dans la rue avec vous à chaque manifestation, que nous serons encore demain et que nous relayons vos revendications dans l'hémicycle. Pourquoi? Parce que je veux attirer votre attention, ça a été souligné. Mais là où on est à l'hôpital aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité, c'est une volonté politique depuis 20 ans de mettre à genoux l'hôpital public pour faire la place au privé. Et ça dure de gouvernement en gouvernement, ce sont des budgets qui sont austéritaires. Alors je vous appelle, mes chers amis, mes chers camarades, à aller à l'Assemblée nationale en octobre, quand il va y avoir le vote du budget de la sécurité sociale, pour dire on n'en veut pas, parce que les députés de droite du centre vont vous dire la main sur le cœur qu'ils défendent l'hôpital de la région, du département, mais c'est pas vrai parce qu'ils votent ce budget qui font la honte de l'hôpital public qui ne peut plus survivre avec des personnels qui sont à bout de souffle. Et ça, on peut renverser la vapeur, on peut renverser ces choix politiques qui sont mauvais pour le personnel, mauvais pour les patients et qui font la place belle au privé. Alors, en octobre, il faut aller devant l'Assemblée nationale et en novembre, il faut venir au Sénat parce que ça passera aussi au Sénat. Et avec Pierre Laurent, avec l'ensemble de nos groupes, le groupe communiste, on n'a jamais voté ce budget de misère parce qu'ils sont insuffisants. Ça, c'est la première chose que je veux dire, parce que c'est une question de fric, et le fric, la France est suffisamment riche pour faire en sorte que l'hôpital reste debout. Non, la santé n'est pas une marchandise, on a l'argent pour effectivement faire en sorte que l'hôpital public réponde aux besoins des patientes et des patients.
Et il faut arrêter d'asphyxier la sécurité sociale. Il n'y a pas de dette de la sécurité sociale. La sécurité sociale, on lui pique du fric. Et c'est l'État, et c'est notre fric. Et alors, à côté, eh bien, les cotisations patronales sont totalement exonérées. Eh bien, c'est 75 milliards qu'il manque dans le caisse de la sécurité sociale. Alors, avec 75 milliards, on peut ouvrir des lits, on peut payer convenablement le personnel. Parce qu'en France, c'est une honte. Les infirmières, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, les infirmières, elles ont 500 euros de moins si on les compare aux infirmières de l'OCDE. Donc ça n'est pas possible et qu'on ne vienne pas pleurer en disant que les infirmières quittent le service public. Elles quittent le service public parce qu'on les pressure comme des citrons. Et en plus, il manque des infirmières, il manque des aides-soignantes. 50% des aides-soignantes partent en invalidité avant la retraite. Et ils veulent encore passer une réforme infâme de la retraite où on va nous dire qu'il faut travailler plus longtemps pour gagner moins. Ça n'est pas possible, ça n'est plus possible, c'est intolérable. Donc, on peut faire autrement. De même, ils arrêtent de nous enfumer sur le numerus clausus. Le numerus clausus, ils ne l'ont pas abandonné parce qu'ils n'ont pas donné 1 euro aux universités. Donc il n'y a pas d'étudiants en plus au niveau qui sortent de médecine. Or on a besoin de médecins. Et quand on voit la sélection qui continue à s'abattre avec le scandale de Parcoursup, où on va finalement empêcher des étudiantes et des étudiants de passer en seconde année, sous prétexte qu'elles n'ont pas répondu correctement à des questions de politique générale. Mais on marche sur la tête. C'est maintenant qu'il faut former. Former des médecins, former des infirmières, former des aides-soignantes. Et on peut, à condition d'en avoir la volonté politique. Alors, ensemble, on va continuer à se battre. Au niveau de notre groupe, on porte des propositions de loi qui sont de nature à bouleverser les choses. On porte une proposition de loi qui s'appelle le 100% sécu, c'est-à-dire que tout le monde serait remboursé à 100% à partir des soins gratuits. Et on renoue avec ce qu'est la sécurité sociale. Chacun paye selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. C'est ça qui est révolutionnaire et c'est ça qu'il faut défendre. Et puis, comme on a quand même vécu le Covid, je veux aussi vous alerter, mais vous le savez toutes et tous, sur le scandale des labos qui s'engraissent sur le tour de bras. Et je suis bien placé dans le Val-de-Marne pour savoir, avec mes camarades de la CGT de Sanofi, Sanofi qui licencie à tour de bras n'est même pas foutu de sortir un vaccin. Alors, William et Nathalie, pour la France Insoumise, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Je suis Nathalie Oziol, députée de l'Hérault, et je parle aussi en tant que co-chef de file sur l'opération Allo Ségur que nous avons lancée à la NUPES. Donc vous avez peut-être entendu parler. Alors, sillonner les hôpitaux dans différents endroits en France pour constater, parce que nous étions appelés chacune et chacun de nos côtés, pour constater les manquements en besoins matériels, en besoins humains, en besoins logistiques, en besoin de reconnaissance aussi auprès du public tout simplement. Et nous avons lancé cette opération en prenant contact avec des soignants, des soignantes, des syndicats pour constater partout la même chose. L'hôpital est délabré et ça ne date pas d'hier, nous le savions, vous le saviez. Nous avons été appelés sur le fait que ce constat-là que nous faisons maintenant, ces mobilisations, elles étaient de toute façon attendues. Parce que l'état dans lequel on est fait que désormais, un patient n'est pas sûr de pouvoir être bien pris en charge lorsqu'il arrive dans un service hospitalier. Lorsqu'on est soignant, on n'est pas, ou personnel soignant, on n'est pas heureux de ne pas pouvoir bien faire son métier. Parce que ce sont des métiers à vocation. Nous le comprenons très bien, nous le savons très bien. C'est un métier qu'on fait par choix. S'occuper de notre personne relève vraiment d'une vocation. Et nous avons été interpellés et nous avons constaté partout la même chose. Jusqu'à parfois des petites cuillères qui manquent, des petites cuillères. Et des soignants qui les gardent sous le coude pour pouvoir nourrir correctement. C'est juste un exemple effectivement, hein. Mais celui-là il est assez parlant.
Moi, à Montpellier, il y a même une autre chose qui a été mise sur le tapis, c'est le fait que le réchauffement climatique fait qu'il faut réorganiser complètement la façon d'organiser les soins à l'hôpital. Toutes ces questions-là, elles n'ont jamais été anticipées, ou plutôt, elles ont volontairement été non anticipées. Pourquoi? Le ministre Braun, lorsqu'il se rend dans l'Hérault, il évite le CHU pour aller visiter les cliniques privées. Ça, c'est exactement le modèle contre lequel on se bat. Alors, avec l'opération Allo Ségur, nous avons été aux côtés des soignants comme on l'a pu. Et nous serons à vos côtés dans toutes les mobilisations, partout où on pourra faire entendre cette voix-là. Un dernier point aussi. Vous savez peut-être que fin novembre, nous, à la France Insoumise, nous avons notre niche parlementaire. Et nous irons, et nous proposerons, et nous allons proposer quelque chose qui a été, bien mis dans le débat public depuis des mois maintenant, puisque la crise du Covid a rendu nombre de problématiques encore plus criantes. C'est la réintégration des personnels soignants. C'est la réintégration des personnels soignants. Lorsqu'on manque déjà de soignants, c'est criminel de laisser certaines et certains partir sans rien dire. Et nous disons à ce gouvernement que tôt ou tard, qu'ils le veuillent ou non, de gré ou de force, ils devront se mettre à la table des négociations et écouter quelles sont les conditions pour que les soignantes et les soignants reviennent. Meilleure revalorisation de salaire, changement des conditions de travail. Ils ne pourront pas faire la sourde oreille longtemps. Et vous pouvez compter sur nous pour relayer cette demande-là. Je vous remercie. Bravo! Bonjour à tous. Je me présente, je suis William Martinet, député des Yvelines. Je fais partie du groupe France Insoumise NUPES. Et moi, je prends la parole pour vous parler en particulier de la question du secteur social et aussi un des motifs de mobilisation aujourd'hui. Je veux vous dire que nous avons conscience, nous les députés du groupe LFI NUPES, nous avons conscience de la terrible crise qui traverse le secteur social. Elle est d'une ampleur au moins aussi importante que la crise de l'hôpital, que la crise de l'école. Mais la seule différence, c'est que cette crise du secteur social, elle est absolument invisibilisée. Les pouvoirs publics, le gouvernement refusent d'entendre, refusent de voir les difficultés, les souffrances qui existent dans le secteur. Des souffrances qui sont évidemment le résultat d'un moment complexe qui a été celui du Covid-19 et de la crise sanitaire. Mais les difficultés du secteur social, elles sont aussi et avant tout le résultat de choix politiques. De choix politiques qui ont été faits ces dernières années de sous-financer les structures, qu'elles soient dans la fonction publique ou qu'elles soient dans les secteurs associatifs. Des choix politiques aussi d'introduire des pratiques managériales, des objectifs chiffrés, tout ça qui a fait perdre le sens du métier, alors que le social c'est de l'humain, on y a mis des pratiques managériales qui ont tout foutu en l'air. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on arrive, et on en a absolument conscience, à ce qui est maintenant un point de rupture. Voilà, parce que les gens qui travaillent dans le secteur social, ils ont beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, ils y font énormément d'efforts, mais à un moment ça ne peut plus tenir. Quand le salaire n'est pas là, quand les conditions de travail sont difficiles, quand elles se dégradent de plus en plus, il y a un moment ça va craquer. Et nous, le message qu'on va envoyer, et on va le faire dans les semaines qui viennent dans le débat parlementaire, c'est un message d'alerte au gouvernement, en leur disant attention, si ça craque dans le secteur social, les conséquences à l'échelle de la société, elles vont être absolument terribles. Donc faites les efforts, mettez en place les moyens pour financer les structures, pour revaloriser les salaires. Et là, j'insiste sur un point, sur une bataille qu'on va mener dans les semaines qui viennent, c'est la question des exclus du Ségur. Voilà. Il y a trop de personnel, sous prétexte qu'ils sont administratifs, techniques ou je ne sais quoi, il y a trop de personnel qui sont exclus du Ségur aujourd'hui dans le secteur social. Je parle de cette prime de 183 € dont des technocrates là-haut nous expliquent qu'un tel y a le droit, un tel y a pas le droit, un tel peut-être qu'il l'aura plus tard. Ce n'est pas acceptable. Alors je vois au fond, je crois que c'est les professionnels du KSVP qui font un peu de bruit. Là, j'en profite pour vous dire bravo pour la mobilisation que vous êtes en train de faire. Parce que si on veut que ça bouge, si on veut que ces injustices, elles s'arrêtent, on a besoin de mobilisation dans le secteur public, dans les associations qui soient relayées ensuite. Et ça, c'est notre rôle par des parlementaires à l'Assemblée nationale. Donc tout ça pour dire qu'on ne restera rien passé. Ces situations, elles sont absolument injustes. Voilà. Donc je finis en vous disant une seule chose. Faites-nous remonter vos témoignages
On a envie de connaître toutes les situations de ceux qui sont injustement exclus du Ségur. Parce que l'objectif, ça va être à l'Assemblée nationale, au moment de la discussion sur le projet de loi de finances, ça va être métier par métier de dire au gouvernement, mettez les millions d'euros qu'il faut pour revaloriser ce métier, et honte à vous de ne pas revaloriser ceux qui pourtant ont un métier difficile et indispensable. Je vous remercie. Merci pour le témoignage. Oui, les esprits du Ségur, ils sont là évidemment l'action sociale, mais je pense aussi à toutes les EHPAD qui n'ont pas bénéficié justement de la transposition du salaire complémentaire suite au Ségur. Je pense aussi à tous ces hospitaliers, tous ces ouvriers, tous ces techniques et tous ces administratifs qui ont été là aussi pendant la période du Covid. Et c'est pour ça que l'on vous dit, la CGT, si elle ne doit pas signer le Ségur, c'est parce que la CGT n'accepte pas les inégalités de traitement. Pour les traitements des hôpitaux et des maternités. Bonjour, je représente la coordination nationale des hôpitaux et maternités de proximité. Je suis membre du comité de vigilance du GHU à Remondard dans le Val-de-Marne. On a rassemblé ici devant le siège de l'APHP, le feu l'APHP, c'est le siège. La fermeture du siège, c'est un symbole national. Partout où il ferme, il ne sait faire qu'une chose, c'est fermer, dégrader, détruire. Il y a 20 ans, on avait le meilleur système de santé du monde. En 20 ans, ils ont réussi à le détruire et ils vont continuer. Les déserts médicaux, la difficulté d'accès aux soins, la souffrance des personnels, le manque de personnel, c'est une seule et même politique. Et cette politique, on n'en veut plus. La PHP, c'est le premier CHU d'Europe. Ils devraient renforcer l'excellence. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de le détruire. Et ils découvrent en plus dans leur projet d'établissement, leur projet de démantèlement, je dirais même de dissolution de la PHP. En ce qui concerne par exemple les soins de longue durée, que vous écrivez, il faut les réserver aux soins de haut niveau. Soins de haut niveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ferme tout le reste. Et dans le Val-de-Marne, on a fermé 200 lits de soins de suite et de réadaptation, et ça va continuer. Et c'est au nom de cette théorie qu'ils ont fermé 2 tiers des hôpitaux et maternités de proximité. Ils disent par contre qu'ils ont des projets médicaux d'établissement qui ont cette particularité de remettre ensemble le public et le privé. C'est-à-dire leur entame au privé et le reste au public. Et après ça, on fait des plans de retour à l'équilibre, on fait des plans de restauration, on vieillira le personnel, on fait la souffrance du personnel. Alors cette politique, on en veut plus. On veut une autre politique. Et notamment maintenant, s'approche le PLFSS. Alors ils vont faire un coup absolument merveilleux. Macron, il y a 1 an, il a décidé de donner l'argent de retraite aux boursiers financiers. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Cet argent, après tout, il faut une réforme des retraites pour le récupérer. Alors on ne veut pas non plus de la réforme des retraites. Il y a 150 milliards d'aides aux entreprises, des exonérations de cotisations, d'aides diverses. L'argent existe. On ne veut pas de restructuration. Il va y avoir le PLFSS, le budget. Et c'est là qu'on a le budget, c'est là qu'on a les emplois, c'est là qu'on a les solutions de travail. Alors aujourd'hui, on est réunis, on est les personnels, on est les élus, on est les associations, on est la population. Tous ensemble, on peut gagner, camarades. Tous ensemble dans la lutte. Merci beaucoup. Nous allons faire témoigner les camarades de la Pitié-Salpêtrière pour l'USAP, CGT et de... Non, on commence par Saint-Antoine, pardon. Excusez-moi. Voilà. Les conditions de travail à l'hôpital public. Encore des témoignages éloquents que l'on vous demande d'entendre et d'être là toujours en soutien avec nous. Bonjour, on est de Saint-Antoine, je suis Aurélie, et moi je peux vous dire que je suis extrêmement en colère contre ce qui se passe dans les hôpitaux. Alors bien sûr, la seule chose qu'on nous a mis en lumière, que la période Covid a montré la dégradation dans les hôpitaux. Mais ce qui s'y passe, c'est encore pire qu'au moment du Covid. Ils continuent de supprimer des emplois. Alors moi, ce que j'ai envie de dire,
dire à tous les travailleurs qui travaillent dans les hôpitaux, c'est nous qui avons fait tenir l'hôpital au moment du Covid. Alors c'est à nous de décider comment il doit tourner cet hôpital et avec quel effectif. Parce que du fric, il y en a pour faire tourner l'hôpital. Il y a 44 milliards de dividendes pour les actionnaires. Donc ce fric, comme pendant le Covid, on peut compter que sur nous-mêmes. Et on a compté que sur nous-mêmes